Nous allons parler du remplissage, la technique chirurgicale et les résultats. Comme vous vous en doutez, cette technique a initialement été créée à ciel ouvert et le premier à avoir décrit cette technique, c'est Connolly, il y a maintenant plus de 50 ans. Elle consistait à venir mettre en place dans l'encoche humérale l'infraépineux à ciel ouvert. C'est Gene Wolfe, qui est un chirurgien basé à San Francisco, mais qui a comme mérite d'avoir vécu pendant un bon moment en France et notamment à Bordeaux, où il a fait ses études de médecine pour des raisons plus ou moins avouables en France, et il a décrit cette technique sous arthroscopie. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on utilise le mot remplissage, c'est un mot qu'il a ramené de France, et comme ça a été un des pionniers de l'arthroscopie, il a décidé de compléter ses réparations arthroscopiques de Bancart avec cette technique qu'il avait appris à ciel ouvert. L'intérêt principal de faire un remplissage est donc de faire une prise en charge totale des lésions au niveau de l'épaule et d'exclure cette encoche qui, comme on le sait, peut être engageante, c'est-à-dire qu'elle favorise la récidive de l'instabilité lorsqu'elle est présente. Les problèmes de ce remplissage, c'est bien sûr qu'il ne traite pas les lésions, notamment osseuses au niveau de la face antérieure de l'épaule, et il est possible qu'elles entraînent des douleurs en modifiant la position de la coiffe, et d'ailleurs qu'elles entraînent des limitations de mobilité. Nous verrons qu'il y a toujours des débats à ce sujet. Enfin, comme on fixe la coiffe, toute lésion de la coiffe peut avoir des effets secondaires, et il est possible, en tout cas on se pose la question de savoir si cette technique n'aurait pas un impact sur des lésions hypothétiques de la coiffe. Alors, pourquoi faut-il faire un remplissage? Eh bien, vous le savez, on en a déjà parlé, il n'y a pas de lésion isolée antérieure de l'épaule. Et le travail d'Olivier Gaget, il y a de nombreuses années, montrait que une lésion isolée du labrum ne pouvait pas aboutir à une lésion d'instabilité de l'épaule. Il fallait qu'il y ait des lésions aussi bien au niveau du labrum antérieur que du labrum postérieur. Et de la même manière, on peut avoir des lésions osseuses au niveau de la face antérieure de la glène et au niveau de la tête humérale. Et c'est une lésion on va dire composite qu'une instabilité de l'épaule qui touche aussi bien le ligament que le labrum, mais que l'os aussi. Et lorsque l'on veut traiter une lésion au niveau de l'épaule, il faut bien sûr aborder tous les aspects de l'épaule et pas simplement uniquement le ligament gléno-huméral inférieur. D'ailleurs, les données de la littérature le montrent, lorsqu'on recherche les résultats d'un Bancart à 10 ans, eh bien, on a près de 1 cas sur 5, on a une récidive lorsqu'on fait une réparation isolée de ce ligament. Par conséquent, le Bancart, comme je vous l'ai dit, n'est pas un traitement suffisant pour stabiliser l'épaule dans l'immense majorité des cas, et il faut associer des techniques. Donc le remplissage de Gene Wolfe consiste à venir mettre dans la tête humérale au niveau de l'encoche une encre et de venir fixer le tendon ou la capsule ou une capsuloténodaise de l'infra et du supraépineux dans cette encoche pour la transformer en lésion extra-articulaire non engageante. Lorsque on s'appuie un petit peu sur les études biomécaniques, on a différentes informations qui sortent. La première, c'est que cela semble aussi efficace que le Latarjet pour éviter la récidive, puisqu'on augmente la stabilité de l'épaule. Mais il y a des limitations et des effets secondaires, notamment sur la rotation externe, sur la rotation interne, sur l'abduction-rotation externe et même sur l'abduction. Et tout ça sont des études qui ont été publiées d'un point de vue biomécanique qui montraient qu'on avait un impact, bien sûr, quand on modifiait l'anatomie. Alors vous voyez sur ces images, hein, la biomécanique a ses limites et c'est rare qu'on trouve des encoches aussi importantes que ça. Si on a une encoche comme ça, nous on a envie de la combler avec vraiment de l'os, voire avec une prothèse, comme c'est recommandé dans certaines lésions très étendues. Concernant l'effet de ce remplissage, eh bien, les choses deviennent plus complexes lorsqu'on a une lésion associée au niveau de la glène, car encore une fois, c'est rare d'avoir une lésion isolée de l'encoche et toutes les études biomécaniques sont essentiellement basées sur des études unipolaires, c'est-à-dire uniquement de lésions de l'encoche et pas de lésions de la glène. On sait que lorsqu'on a une encoche de 30%, la stabilisation de Bancart n'est pas suffisante et qu'il va falloir faire d'autres gestes pour stabiliser correctement l'épaule. Alors comment faire? On a très peu d'informations. On va parler d'un peu de biomécanique et puis on va parler un petit peu de vraie chirurgie. Mais en biomécanique, eh bien, lorsque l'on a fixé cette encoche au fond de sa concavité et que l'on met le tendon sans tension à l'intérieur, eh bien, on a un risque limité d'avoir un impact sur la mobilité de l'épaule. De la même manière, si on la met juste au contact de l'encoche, on n'aura pas de problème. Mais lorsqu'on va tirer de manière trop importante sur le tendon, eh bien, on va réduire encore plus la mobilité.
Et je tiens à dire qu'il m'est arrivé 3 fois de voir des patients qui avaient eu des lésions comme ça, de la coiffe des rotateurs induite par une réparation qui était peut-être faite de manière un peu trop intensive. Et comme toute réparation de la coiffe qu'on peut faire, il y a des risques d'échec. Et suite à une nouvelle luxation, il y avait eu une lésion de l'infra épineux avec une rétraction importante en zone myotendineuse. Alors d'aucuns diront que c'était lié peut-être à une mauvaise technique chirurgicale. Quoi qu'il en soit, toute technique a ses effets secondaires. Et lorsque l'on est amené à réparer ou à impacter des tendons chez des patients de 20 ans, il faut bien garder à l'esprit qu'il y a un risque non seulement de limitation de mobilité, mais aussi d'avoir une morbidité spécifique qui normalement n'est pas rencontrée dans cette population. Concernant la technique, alors la technique qu'on utilise, bien sûr, dans l'immense majorité des cas, on ne fait pas de réparation sans associer le bancart. Et je vous l'ai montré, le bancart que j'aime bien faire associe une réparation labrale et une réparation ligamentaire. La technique, je n'ai pas de vidéo à vous montrer et généralement les vidéos d'ailleurs sont très difficiles à faire car c'est une technique qui est difficile. La première chose qu'on fait, c'est un bilan de l'épaule et je ne crois pas du tout à la notion d'encoche engageante en péropératoire. Toute encoche est engageante, sinon l'épaule ne serait pas déboîtée. Donc, si jamais on décide de proposer une indication de remplissage, c'est pour des critères cliniques qui, pour moi, ne sont pas des critères péropératoires. On apprend, en tout cas en France, que lorsqu'on pose une indication, c'est avant l'opération et pas pendant. Et vouloir évaluer un patient alors qu'il dort, qu'il est curarisé, ça me semble totalement inadapté. Donc, une encoche est engageante puisqu'elle s'est engagée une fois dans sa vie. Et par conséquent, on la traite si jamais on a décidé en préopératoire de faire cette technique chirurgicale. Mais son évaluation péropératoire me semble peu reproductible et surtout pas indiquée. Donc la première chose qu'on va faire, c'est évaluer le bancart. Vous avez une belle image de bancart à gauche avec une petite défecte au niveau de la glène. Et en arrière, on voit, en mettant le scope en arrière, une belle encoche. Alors la première étape va consister à identifier parfaitement la position de l'encoche. On utilise pour ça une aiguille, c'est un moyen bien pratique, et pour ma part j'aime bien utiliser des encres en acier qui permettent de passer directement à travers la peau, le deltoïde, le tendon, et s'enfoncer directement au niveau de la face postérieure de la tête humérale. Ce qui est intéressant, c'est que ces encres en acier permettent aussi un petit peu d'aviver et de débrider la fibrose postérieure en espérant hypothétiquement une meilleure cicatrisation. Après, on va impacter notre encre de manière classique et on va venir chercher nos sutures. Alors, on va mettre une, deux, trois sutures et on va tirer l'ensemble des sutures à travers la fraie épineux en essayant d'avoir une répartition qui permet de ne pas plisser le tendon et d'avoir une distance qui est respectée entre les différentes sutures. Le maximum qu'on mette, c'est 2 encres, mais parfois dans les petites encoches, on va mettre simplement une encre et on va venir plaquer notre coiffe sur la zone qui a été avivée de l'encoche de la tête humérale. Avant de faire cela, pour avoir plus de souplesse, je conseille de faire la réparation de bancart. Donc on va libérer de manière étendue le labrum pour aller voir le sous-scapulaire en avant, on en a déjà parlé. Lorsqu'on relâche notre labrum, il se repositionne et on va venir fixer avec le système de double fixation le labrum sur la face antérieure de la tête. On va faire une réparation à la fois du labrum et du LGHI pour être de manière efficace, bien reconstruit. Et après, on passe dans l'espace sous-acromial. Alors, d'aucuns ne le font pas. Et tirent directement à travers le deltoïde, c'est une option, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'il est plutôt pertinent, afin d'être sûr qu'on n'est pas au niveau du muscle, pour ne pas entraîner une nécrose musculaire, et surtout ne pas coincer le deltoïde, d'aller voir dans l'espace sous-acromial. Ça prend du temps, d'autant plus que vous avez fait votre bancarte avant. Donc c'est un petit peu difficile à faire. C'est souvent un peu saignard. Il faut faire ça avec le vapeur pour pas manger vos fils. Une technique qui est utilisée par Jean Cany consiste à laisser les supports des encres à l'intérieur et c'est une bonne idée. Comme ça, lorsque vous passez dans l'espace sous-acromial, vous allez heurter directement votre porte-implant, ce qui fait que vous serez tranquille et vous ne risquez pas de manger vos fils. Et après, il faut faire des nœuds et vérifier après en péropératoire que la technique est difficile. C'est une technique que la technique a été efficace. C'est, je trouve, une technique difficile. En post-opératoire, il faut être prudent, car en effet, pendant les 3 premières semaines, le patient peut bien sûr bouger l'épaule, travailler le coude, la main, les scapulothoraciques, il peut mobiliser ses trapèzes, il peut mobiliser tous les stabilisateurs de l'épaule pour éviter d'avoir des douleurs. Il peut aussi mobiliser sa gléno-humérale, mais sans douleur, pour éviter d'avoir une raideur. À partir de 3 semaines, on va étirer les structures gléno-humérales, que ce soit la capsule postérieure ou antérieure, bien sûr, avec le ligament gléno-huméral. Et à 6 semaines, pendant une période d'à peu près 2 mois, on va pouvoir progressivement remettre en route la machine.
L'évolution va être plus celle d'une coiffe que d'un bancard, donc l'évolution est assez longue et c'est pourquoi il faut bien prévenir le patient que la récupération n'est pas très rapide. Et au bout de 6 mois, si tout va bien, le patient pourra reprendre la compétition sportive. Alors, il y a des études, celle-ci est bien sûr illisible, mais l'intérêt principal, c'était de voir, comme toujours, qui rapporte des complications. Eh bien, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de complications. Nous, dans nos mains, on a montré que un comblement de l'encoche aboutit à des douleurs postéro-supérieures en abduction-rotation externe. Et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir montré, puisque Gene Wolfe aussi l'avait rapporté, et d'autres études ont montré qu'on avait des petites douleurs qui probablement sont induites par un espèce de conflit induit, ou simplement par des douleurs séquelaires d'une cicatrisation de coiffe. On a montré aussi que ces douleurs disparaissaient avec le temps et qu'à 10 ans, il n'y avait plus de douleurs. Alors, on comprend bien qu'à 10 ans, les patients sont adaptés à leur épaule, mais est-ce qu'il faut attendre 10 ans pour récupérer son activité sportive? C'est toute la problématique qui va imposer les conclusions que l'on a concernant les indications chirurgicales. Une étude très récente a essayé de comparer le bancart au bancart plus remplissage et là, il n'y a pas photo. Nous l'avons aussi bien montré avec un recul de 10 ans. Un bancart plus remplissage est beaucoup plus efficace qu'un bancart isolé. Et si vous avez une indication de bancart, posez-vous la question de faire un bancart plus remplissage puisque ça va vous permettre d'avoir une épaule beaucoup plus stable avec moins de récidive. Lorsqu'on compare maintenant dans la littérature le bancart plus remplissage au Latarjet, il semblerait, et ça on veut bien croire les auteurs, qu'avec un recul moyen, on a un effet aussi important sur la stabilisation de l'épaule. Maintenant, je pense que en France, avec l'expérience qu'on a du Latarjet et les complications post-opératoires que l'on peut imputer au remplissage, avec ces douleurs, ces pertes de mobilité, il est raisonnable probablement de s'orienter directement vers le Latarjet. Alors que je puisse dire en conclusion, je dirais que les indications de remplissage sont limitées. Il ne faut pas le faire chez des patients jeunes qui ont besoin de travailler en rotation externe. Un gars qui va être carreleur, un gars qui va être pompier, un gars qui va avoir un sport en rotation externe, qui va avoir besoin de lancer une balle, il ne faut pas faire de remplissage, il faut partir directement vers une autre technique. Car on sait que dans les 2 ans qui suivent, le patient va perdre en rotation externe, il va avoir des douleurs. Pour les autres patients qui ont des sports limités et surtout qui n'ont pas une demande sportive très importante, ça peut être une indication. Si vous ne voulez pas faire une butée, un bancard plus un remplissage, a priori, est aussi efficace. Moi, l'indication principale que je retiens, c'est premièrement, si un patient a une butée parfaite, bien cicatrisée, bien positionnée et qui récidive avec une belle encoche, c'est pour moi l'indication parfaite de remplissage. L'autre indication, ce sera un patient âgé de 40 ans qui va au ski, qui se luxe l'épaule et qui a une appréhension et qui a une épaule qui récidive en instabilité. C'est un patient qui n'est pas forcément sportif, s'il n'a pas de lésion majeure de glène et s'il n'a pas de demande sportive ou s'il ne nécessite pas d'avoir les bras levés au ciel, dans ce cas-là, c'est une bonne indication de faire un bancard plus un remplissage. Je vous remercie.